d'où on va commencer. Bonjour à tous, et on va aborder ce troisième cours qui va une fois de plus s'intéresser aux conducteurs ioniques, et on va poursuivre finalement notre voyage. On avait commencé par les conducteurs ioniques, les céramiques. On était passé au verre et aux vitrocéramiques sulfurées. On avait couvert les thiolysicones. Et aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va finir la partie agérodite pour terminer finalement toute ce panoplie de conducteurs ioniques par les halogénures, voire les oxyhalogénures. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté sur les phases des agérodites. Agérodite, on avait rappelé la structure indiquée ici, dans laquelle vous avez les groupements PS4 qui finalement sont entourés de cages de lithium et dans lesquels on avait des sites bien définis qui étaient les sites du soufre S4A et les sites du soufre S4C. Et on avait montré qu'en ces matériaux, on pouvait jouer avec les différents éléments chimiques, voire avec les procédés de synthèse pour modifier l'occupation de ces sites et introduire des désordres dans ces matériaux. Désordres qu'on avait caractérisés par des méthodes combinées de diffraction des rayons X par des sources synchrotrons, également par la spectroscopie RMN et la spectroscopie Raman. Et on avait pu voir comment, finalement, la température, voire les substitutions, affectaient ce désordre. Alors, une indication, je dirais, plus claire de cela est reportée sur cet exemple ici, où nous voyons dans ce cas les structures de type PS5BR, dans lequel vous avez la préparation par broyage, avec un chauffage en tube scellé, pour ensuite avoir des différentes vitesses, je dirais, de refroidissement. Et selon ces vitesses de refroidissement, et on peut dans ce cas obtenir les diagrammes de diffraction X, dans lequel on peut aller finalement déterminer quelle va être l'occupation de ces différents sites. Et on s'aperçoit ici que si on trace le paramètre de maille, on obtient une variation du paramètre de maille, mais également si on s'intéresse au taux de désordre, notamment au niveau du site, je dirais BR et S2-, on s'aperçoit que dans ce cas, on a, je dirais, un désordre important. Et vous voyez que ce désordre, au fur et à mesure que le désordre augmente, on a une conductivité ionique qui est multipliée par un facteur 5. Donc voilà, si vous voulez, comment ou pourquoi les procédés de synthèse sont relativement importants sur les conductivités ioniques. Alors ensuite, ces agérodites, je dirais, c'est un terrain de jeu fertile pour toutes les substitutions. Substitutions, que ce soit cationiques, anioniques, sur différents sites. Et ici, je vais résumer certains travaux, de nombreux papiers d'ailleurs, qui ont eu lieu, dans lesquels on va pouvoir faire des substitutions, notamment au niveau, dans ce cas de l'halogène. On fera des substitutions par des atomes isovalents. Ensuite, on passera dans le cas d'une substitution ionique, soit au niveau de l'halogène, soit au niveau du chalcogène. Dans ce cas, on aura toujours dans le cas d'ions isovalents. Et enfin, on va passer maintenant dans le cas d'une substitution cationique et anionique, où on va commencer à changer et introduire des ions ionovalents en remplacement du phosphore par le germanium, comme indiqué ici. C'est-à-dire qu'en ce compte-là, on va tout simplement rentrer du lithium en site interstitiel. Alors tous ces éléments, tous ces matériaux sont des matériaux qui ont été stabilisés, si je peux dire, par directement la méthode haute entropie, avec, comme vous pouvez voir ici, de nombreux substituants. Alors si on regarde, finalement, quelle est la stabilisation par configuration entropie de ces différents, systèmes, ce qu'on avait vu dans le premier cours, on peut calculer cette stabilisation et on trouve des valeurs de 1,24, 2,28, 2,98, 2,77. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir est-ce qu'il y a vraiment une corrélation directe entre cette valeur de l'entropie et les conductivités ioniques qu'on va déterminer. Alors pour cela, je vous ai fait directement résumer 3 courbes. Voilà finalement pour ces 4 types de composés les variations de conductivité ionique. Si maintenant je trace là-dessus l'énergie d'activation, on voit que finalement le meilleur conducteur ionique a la plus basse activation d'énergie, ce qui est relativement correct. Par contre, maintenant, si je trace tout cela, la configuration d'entropie, vous apercevez finalement que la corrélation n'est pas directement directe. D'où par conséquent, le message ici, c'est de ne pas utiliser cette règle aveuglément pour préparer les matériaux et augmenter leurs propriétés de conductivité ionique. Alors cependant, ce qui est à remarquer ici, c'est cet exemple où j'ai qu'une substitution cationique, elle est relativement intéressante, car en ayant mis de l'iode au site de l'halogène, l'iode étant relativement large, je bloque dans ce cas le désordre au niveau des anions.
Dans ce cas, je n'ai qu'une solution cationique et il est intéressant de voir qu'on obtient une conductivité qui est la plus élevée. Conductivité qui est aux alentours, je dirais, dans ce cas, de 10 millisiemens. Et on peut regarder quelles vont être les propriétés de ces matériaux en tant que dans les batteries tout solides. Nous on voit, dans ce cas, une courbe classique de charge et de décharge, avec ici, je dirais, la performance en cyclage, et on s'aperçoit que, bon, on a une bonne efficacité coulombique, cependant, eh bien, on a une chute en capacité, je dirais, relativement importante de ces matériaux. Alors, pourquoi cela? Eh bien, cela va être une fois de plus dû à l'instabilité de ces matériaux, que l'on peut déterminer par des mesures de XPS, technique dont je vous avais rappelé le principe il y a de cela 2 cours, et où on peut voir ici qu'on a une décomposition à l'interface. Et cette décomposition, eh bien, dans ce cas, est tout simplement due à l'antimoine plus 5, qui va être réduit à l'antimoine plus 3, et qui va tout simplement être responsable pour cette dégradation en fonction du cyclage. Par contre, on peut s'apercevoir que le germanium, le phosphore et l'iode sont stables dans ces composés. D'où cette substitution cationique est certainement intéressante pour augmenter la conductivité ionique, mais malheureusement cela se fait peut-être aux dépens de la stabilité. D'où ça, c'est un genre de substitution qu'on peut regarder, mais des solutions plus intéressantes qui ont eu lieu durant ces quelques dernières années aussi, ont consisté, et on n'a pas encore vu ça, de faire des substitutions au niveau du site du lithium. Et cette substitution peut se faire tout simplement par des ions divalents, voire des ions trivalents, comme le calcium ou l'aluminium. Et ici, vous avez des travaux de Linda Nazar qui montrent finalement qu'en substituant par le calcium dans ces composés, indiqués ici, eh bien, on peut augmenter la conductivité ionique avec en même temps une modification dans ce cas très léger de l'énergie d'activation. On peut maintenant coupler, je dirais, cette substitution avec une substitution au niveau des halogènes, et dans ce cas, on peut avoir des composés de type lithium, calcium, avec du chlore en position 4F, et dans ce cas, bien, on s'aperçoit qu'on a, une fois de plus, une augmentation de conductivité ionique en prenant avantage, je dirais, d'une substitution cationique et d'une substitution anionique avec des valeurs de 11 millisiemens. Alors cela, eh bien, peut être réalisé, je dirais, avec le cas de l'aluminium, voire d'autres systèmes comme le zinc et ainsi de suite. En effet, cette solution elle est très riche, et je vais vous montrer ici sur un transparent comment on peut obtenir, ou les travaux qui ont été réalisés sur différents matériaux. Ou dans ce cas, eh bien, ce qu'on va regarder, c'est tout simplement avoir joué sur la non-stoichiométrie en lithium, c'est-à-dire des lacunes au niveau du lithium, en faisant des substitutions au niveau du chlore et au niveau du soufre. Et c'est là qu'il y a des travaux, je dirais, conséquents, avec ces genres de types de substitutions, dans lesquels on peut obtenir des conductivités ioniques de 11 millisiemens. Ensuite, on peut directement garder que le brome, jouer avec le chlore, ou on peut également jouer sur les mélanges brome-chlore, où là, vous voyez le nombre de travaux conséquents qui ont eu lieu dans ce domaine. Et un article, je dirais, relativement récent, qui a eu lieu, est un article d'un ancien thésard, qui est Florian Strauss, qui, dans ce cas, a étudié le système de substitution avec le brome et le chlore, avec les compositions indiquées ici, et qui a pu obtenir, dans ce cas, une conductivité ionique de 11 millisiemens. Et de façon intéressante, d'ailleurs, il a calculé l'énergie de configuration ou de stabilisation par entropie dans ces matériaux, et il trouve, dans ce cas, une corrélation, je dirais, relativement correcte entre les valeurs de conductivité ionique qui sont ici indiquées par ces cercles et les triangles qui représentent l'énergie de configuration de ces différents matériaux. Alors ces systèmes eh bien, peuvent performer, je dirais, de façon intéressante au niveau des batteries, et voilà des résultats qui ont été obtenus sur ces matériaux, avec, dans ce cas, des régimes, je dirais, de C sur 10, avec des masses loading de 16 mg par cm carré, et également un très bon comportement en cyclage, puisque des capacités de 150 mAh par gramme à des régimes de 2C ont pu être obtenus jusqu'aux alentours de 750 cycles. D'où cela vous montre, comme je vous l'ai mentionné dans un transparent le cours dernier, c'est que le fait d'augmenter la conductivité ionique eh bien, d'un matériau eh bien, apporte, je dirais, des bénéfices considérables au niveau, finalement, de la possibilité de retirer le plus de capacité d'un matériau, mais également de la puissance, et permet, bien sûr,
d'utiliser des électrodes plus épaisses, d'où des batteries à plus haute densité d'énergie. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire à ce niveau. Par contre, une fois de plus, la question qui se pose, malgré ces conducteurs ioniques qui ont de très bonne conductivité, eh bien, je dirais, ce qui est très important, c'est leur stabilité. Et là, vous allez voir qu'une fois de plus, que la stabilité électrochimique de ces composés est limitée. Alors, il s'agit ici d'expériences relativement intéressantes où on va réellement regarder cette instabilité en faisant des batteries tout solides, structurées de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on va mettre le composé argérodite avec du carbone, l'argérodite, et on va tester vis-à-vis du lithium-indium. Et lorsque vous faites cela, eh bien, vous apercevez qu'un conducteur ionique eh bien, va vous donner de la capacité, ce qui est totalement anormal, ou ce qui signifie tout simplement, c'est-à-dire qu'on a des réactions de décomposition relativement importantes qui seront néfastes aux performances de ces matériaux. Et vous voyez ici ce qui se passe au niveau du premier cycle, du deuxième cycle, regardez les capacités que l'on peut obtenir. Alors pour comprendre ce qui se passe, eh bien, dans ce cas, on va faire deux cellules, une qu'on va directement lancer en oxydation et une autre en réduction. Et si on fait ça, si je prends une cellule que je lance en réduction, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, je vais obtenir un plateau aux alentours de 1 volt. Eh bien, grâce à des mesures XPS, eh bien, on peut s'apercevoir que, dans ce cas, il y a une décomposition de l'argérodite en formant des phases de type lithium-2s et des entités PS4-3-. On peut faire la même expérience maintenant en allant en oxydation. Et en allant en oxydation, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien, c'est que là aussi, il y a une décomposition, il y a une oxydation du soufre et on a du soufre directement élémentaire. Ça veut dire que dans ce cas, eh bien, on est en train de créer simplement une batterie lithium-soufre à l'état solide. Et d'ailleurs, on peut regarder, si vous voulez, le mécanisme qui se passe, c'est-à-dire lorsque je pense ce système, comme indiqué ici, ce matériau eh bien, n'est pas stable, il va en oxydation se décomposer en soufre et en P2S5, et ensuite, bien, en réduction, vous allez passer par l'entité lithium-3PS4 qui va une fois de plus se décomposer en lithium-2s et lithium-3P. Et vous voyez très bien ici le système lithium-2s sulfure, c'est-à-dire une batterie, je dirais, lithium-soufre. Et ça, c'est intéressant parce que vous voyez à quel potentiel cela arrive, 1,4 volts en réduction et 2,3 volts en oxydation. C'est-à-dire qu'on est maintenant dans les valeurs de décomposition thermodynamique de ces matériaux. Et cela eh bien, est en accord parfait avec les calculs théoriques qui montrent la fenêtre de stabilité thermodynamique qui est relativement étroite de ces différents argérodites. Mais heureusement que la nature nous aide et on peut contourner ces limitations thermodynamiques par leur maîtrise de la cinétique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dépasser ces potentiels à condition de minimiser les réactions secondaires. Et je dirais, c'est finalement tout l'état de l'art qui se passe dans le domaine du tout solide. Et pour ce faire, eh bien, ici, vous avez deux exemples, par exemple, dans lequel, exemple assez drastique, simplement en changeant la nature de l'additif métallique, qui est dans ce cas du carbone, ou la nature du carbone, eh bien, vous voyez qu'on peut changer drastiquement la réversibilité de ces systèmes. Et on voit que, maintenant, si j'utilise par exemple du VGCF, c'est-à-dire un carbone, je dis, fibreux, plutôt que du carbone classique, eh bien, on peut, dans ce cas, réduire tout simplement cette décomposition aux interfaces. Et d'ailleurs, la caractéristique, pour ceux qui travaillent beaucoup dans les batteries tout solides, eh vous apercevez finalement, lorsque vous allez lancer une batterie, eh bien, la pente, je dirais, de l'oxydation va vous donner des informations sur, finalement, la qualité des interfaces que vous avez considérées. Donc voilà, ça, si vous voulez, c'est une problématique qu'on va revoir dans les prochains conducteurs ioniques, ces fameuses stabilités électrochimiques. Un autre problème qui est aussi associé à l'argérodite, eh bien, va être là aussi la réactivité à l'humidité. Et ici, vous avez tout simplement une courbe dans laquelle j'ai tracé la quantité de H2S en fonction du temps. Pour tout simplement des composés du classique en verre de type lithium-6 PS5Cl et des composés substitués avec différents types d'halogènes. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, il y a une réactivité qui est considérable, c'est-à-dire un relargage d'H2S dans des taux d'humidité relativement faibles, 10%, mais vous pouvez là aussi, une fois de plus, l'ajuster grâce à des substitutions chimiques. Et un des travaux relativement récents a été, dans ce cas, de faire une substitution ou un dopage, si je peux dire, de l'argérodite par des phases ou par ZNO, qui finalement revient à faire une substitution
au niveau du lithium, avec, dans ce cas, un ajout d'oxygène à la place du soufre. Et grâce à cela, eh bien, on peut obtenir des conductivités ioniques qui sont relativement, je dirais, intéressantes, mais surtout, on abaisse notamment la réactivité vis-à-vis de l'humidité, et de plus, on a un meilleur comportement au niveau des interfaces en raison de la formation de la phase ZNO et d'une phase carbonate lithium de CO3. Donc cela montre finalement qu'on peut contrôler, je dirais, dans une certaine limite, la réactivité et la stabilité de ces matériaux, une fois de plus, en jouant sur leur composition et, comme on verra plus tard, en jouant également sur les couches tampons qu'on peut mettre aux interfaces. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe. Alors pour conclure, finalement, cette partie sur les argérodites, eh bien, je vais faire un peu un résumé de ce qui s'est passé. C'est des études qui ont commencé, eh bien, il y a de cela, je dirais, 12 ans, avec ces premiers travaux, qui ont été faits, je dirais, en Allemagne, et d'ailleurs des travaux qui ont été faits au LRCS avec Virginie et Christian qui sont là aujourd'hui, où à l'époque, eh bien, on avait directement des conductivités de 2 millisiemens. Bon, 12 ans après, on arrive à 12 millisiemens. Vous pouvez me dire, est-ce que ça vaut le coup, avec le nombre de papiers qu'il y a eu? Et je pense que oui, parce que, bon, en deçà, directement, d'améliorer les matériaux, on a pu également contrôler, comprendre mieux les interfaces et tout le fondamental des propriétés de transport à l'intérieur de ces matériaux. Mais ces matériaux, aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est le matériau le plus convoité au niveau des applications. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que cette suprématie de l'argérodite va être éphémère ou va-t-elle perdurer, dépendant de notre conducteur ionique? Et en effet, cela me mène à l'autre famille de conducteurs ioniques que je vous ai annoncé, qui est la famille des halogénures. Cette famille des halogénures, c'est des matériaux de composition Lison 3MCl6, dont la structure est représentée ici. Vous allez voir par la suite, je vais aller plus en détail sur cette structure, mais c'est là pour montrer aussi que ce sera des structures dans lesquelles vous allez avoir les lithiums qui vont être situés en site octaédrique, ainsi que le métal, et ainsi de suite. Et une fois de plus, regardez ici, vous allez voir la richesse de ces matériaux grâce à une substitution, je dirais, au niveau du lithium, au niveau du métal et au niveau du chlore. Alors là aussi, quand je vous ai mis l'émergence, je devrais être, je dirais, correct en disant que ce n'est pas une émergence, c'est un retour aux halogénures. En effet, ces composés avaient été étudiés dans le passé et dans certaines structures, notamment les fluorures, voire même des spinels, qui avaient été identifiés comme des conducteurs ioniques. Cependant, les conductivités ioniques relativement faibles ont fait qu'on se soit désintéressé de ces matériaux. Et ce n'est que dans les années 2000, il y a eu un très beau papier, au niveau prospectif, qui a revisité ces différents types d'halogénures, avec notamment des phases relativement intéressantes, qu'on appelle des halocomplexes, dans lesquels on a finalement des anions gallium Br4 3-, et ainsi de suite, dans lesquels il y a des conductivités ioniques relativement intéressantes. Alors ce qui est intéressant, vous apercevez ici que la conductivité ionique de l'argent ou du composé d'argent est supérieure dans le cas du composé au cuivre, pour la bonne et simple raison, c'est que la liaison lithium-bromure ou cuivre-bromure est plus intense que la liaison directement argent-bromure, d'où par conséquent vous avez une plus forte interaction. Et de la même façon, on s'aperçoit qu'en ce cas, lorsqu'on va changer finalement la taille de cet anion, eh bien, on va tout simplement modifier également les conductivités ioniques et on va tout simplement augmenter ces conductivités ioniques dépendant de la taille. Et dans ce papier intéressant aussi, eh bien, c'est la première fois qu'apparaissait cette fameuse phase lithium 3, je dirais INBr6. Et voilà les courbes qui ont été rapportées. Alors des courbes relativement intéressantes. Vous apercevez que le composé est bien pur, c'est-à-dire dans ce cas sans dopage, eh bien, a déjà des conductivités relativement intéressantes à température ambiante. Et dans ce papier, les chercheurs sont amusés à doper avec le calcium, et en dopant avec le calcium, avec des concentrations de 0,5, 0,10, 0,15, eh bien, à 0,10 par exemple, eh bien, ils sont aperçus qu'il y a des conductivités ioniques qui étaient supérieures au matériau de départ. Donc là aussi, déjà, la substitution au calcium s'est effectuée dans ce composé pour introduire des lacunes au niveau du lithium. Vous voyez que là, ce n'était pas la démarche totalement correcte, puisqu'on abaisse la conductivité ionique, mais notez aussi que vous avez une transition de phase aux alentours de température ambiante. Donc par conséquent, ça a été relativement intéressant, mais ça n'a pas suscité un intérêt considérable, puisqu'il fallut attendre jusqu'en 2008 pour
d'autres chercheurs reprennent ce travail avec plus ou moins les mêmes matériaux, où là aussi, vous voyez, ils vont directement, dans ce cas, pas jouer sur la substitution cationique, mais jouer sur la substitution au niveau des halogènes. Et voilà les cours obtenus pour les différentes compositions, c'est-à-dire pour les différents X, avec, dans ce cas, vous voyez très bien la tradition de phase, okay, et ils sont aperçus que pour des concentrations en chlore ou en brome de X égale 3 ou X égale 3,5, eh bien, ils pouvaient stabiliser la phase haute température à température ambiante. Et cela, je dirais, se voit très bien sur ce transparent. Vous avez la variation de la conductivité ionique en fonction, vous voyez ici, du taux de chlore, et vous apercevez qu'à X égale 3, eh bien, ils avaient obtenu des conductivités ioniques de 10 puissance 4, c'est-à-dire Siemens, presque 0,1 millisiemens par centimètre carré, avec, une fois de plus maintenant, une phase qui était stable à température ambiante. D'où cela montre, je dirais, les bienfaits de la substitution, je dirais, anionique. Alors ensuite, eh bien, je dirais, il y a eu une pause de 10 ans, avant finalement que le papier qui va tout déclencher fut publié dans le journal d'Angevente. Alors, dans ce cas, c'est un papier d'Azano qui a montré finalement que si on prend ces deux phases, lithium 3 YCl6 et lithium 3 YBr6, on peut les préparer soit par broyage, ou alors broyage suivi d'un chauffage à des températures de 550 degrés, et on peut obtenir une phase trigonale. Il a pris le même matériau maintenant dans le cas du brome, et bien là, il a obtenu également, pareil, un matériau monophasé qui cristallise dans une structure monoclinique. Mais, je dirais, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il a mesuré les conductivités ioniques de ces deux matériaux, et voilà les résultats qui sont ici rapportés. Et maintenant, eh bien, grâce à ce broyage, il a pu obtenir des conductivités ioniques aux alentours de 1,3 à 1,4 millisiemens par centimètre carré, ce qui est, je dirais, meilleur que le meilleur oxyde aujourd'hui rapporté, que sont les grenats, avec des activations énergie qui sont aux alentours de 0,37 électrons-volts. Tout ça, ça a été, je dirais, des résultats très intéressants. Et dans ce papier d'ailleurs, ils ont systématiquement ou directement assemblé des batteries tout solides dont les performances sont indiquées ici. Alors, toujours utilisant l'indium-lithium comme électron négatif. Vous voyez ici, dans ce cas, on va utiliser directement le composé lithium-yttrium-chlore comme électrolyte. Et dans ce cas, il va tout simplement utiliser le composé, un mélange lithium-Y-chlore et lithium-Y-brome, l'un pour l'électrode positive et l'un pour l'électrode négative. Et il va comparer tout simplement avec les composés classiques LPS. Et vous apercevez que dans ce cas, eh bien, regardez les résistances de ces accumulateurs, eh bien, il a des résistances qui sont relativement faibles, aux alentours de 6 ohms par centimètre carré. Si on regarde maintenant en haut les tenues en cyclage, les tenues en cyclage, certes limitées sur 100 cycles, eh bien, elles sont parfaites, elles ont une très bonne capacité de rétention, et l'efficacité coulombique était aussi très bonne. Et c'est vraiment ce papier qui a déclenché, je dirais, toute cette recherche, je dirais, folle, vers de nouveaux conducteurs ioniques basés sur les halogénions. Alors, recherche folle, pourquoi ? Eh bien, je vous l'ai déjà mentionné, lorsque vous regardez la formule de ce composé, eh bien, comme écrit ici, vous pouvez voir que vous pouvez faire des substitutions partout. Au niveau du lithium, au niveau du métal et au niveau de l'halogène. Avec, au niveau de l'halogène, bien sûr, vous avez toute la série, le chrome, le chlore, le brome, l'iode. Au niveau des métaux, eh bien, il y a, bien sûr, les terres rares, mais on va voir dans la fin du cours de cet exposé qu'il y a également des éléments 3D, comme le fer notamment. Et enfin, au niveau du lithium, on va pouvoir faire dans ce cas des substitutions isovalentes, mais on pourra également faire des substitutions, je dirais, aliovalentes pour obtenir ces matériaux. Alors la question, vous avez dans ce cas une quantité infime, excusez-moi, colossale de matériaux, et quelle va être leur structure, leur composition, et ainsi de suite. Alors pour ce faire, eh bien, on va revenir à certaines bases de la cristallographie, dans lesquelles maintenant, si je veux considérer, dans le cadre, je dirais, d'un empilement ionique, une structure ne sera stable que s'il y a contact entre les cations et les anions. C'est-à-dire que dans ce cas, ça va placer une condition au niveau du rapport du rayon ionique du cation par rapport au rayon ionique de l'anion. Et on va le définir par un terme T. Okay. Et dépendant de la valeur de ce terme T, eh bien,
le cation va pouvoir être soit en coordinate 8, soit en coordinate 6, soit en coordinate 4, et soit directement en coordinate triangulaire. Alors bien sûr, vu le nombre de substitutions que je peux faire, je vais pouvoir avoir une palette de chiffres. Et en effet, si je regarde maintenant tous mes halogènes, je vous ai mis ici le rayon ionique, vous voyez, pour le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Et vous avez ici le rayon ionique des terres rares avec les différents éléments que j'ai mis, l'indium, le scandium et l'yttrium. Donc par conséquent, maintenant, je vais coupler finalement ces anions avec ces cations. Et si je couple le fluor avec les différentes terres rares, mais je m'aperçois qu'en ce cas, j'ai un Tm sur Tf qui est de 0,732. Ça veut dire que je suis directement dans le cas d'une coordinate 8 et je vais former des phases de type lithium MF4 qui ne sont pas tellement intéressantes d'un point de vue conductif ionique. Par contre, maintenant, si je regarde le couplage du chlore, du brome, de l'iode avec les terres rares, voire ces différents éléments, vous apercevez que je tombe maintenant dans cette configuration octaédrique et c'est là que j'obtiens toutes les phases lithium 3, MCl6. Alors ces phases, bien qu'on voyait, il y en a une multitude, et ensuite, cet arrangement compact, si je peux dire, il va pouvoir prendre deux situations. Je vais pouvoir avoir de l'hexagonal close compact, comme indiqué ici, vous voyez A, B, A, ou alors du cubique close compact, vous voyez A, C, B, A, ainsi de suite. D'où par conséquent, vous avez de nombreux matériaux, maintenant vous avez de nombreuses structures, et la question, c'est une fois de plus, quelles sont ces structures, quels sont finalement ces polymorphes, et comment les classifier? Eh bien, on va se limiter aujourd'hui à ces trois types de polymorphes. Vous allez avoir, dépendant une fois de plus de ce rapport T, des phases trigonales, des phases orthorhombiques et des phases monocliniques. Eh bien, lorsque je vais faire la synthèse de ces matériaux, je vais toujours être finalement en train de naviguer entre ces différents polymorphes. Et vous avez des exemples ici, lorsque je vais modifier finalement le rayon ionique de mon métal, je vais pouvoir passer finalement d'une structure lithium 3 YCl6 qui va être dans ce cas trigonale à une structure orthorhombique en remplaçant par le zirconium, puisqu'en ce cas, j'aurais remplacé l'yttrium qui est 0,90 angstrom par le zirconium qui est 0,85. Si je pars maintenant dans le cas de ce composé ici, je pars d'une structure trigonale et je vais également, par substitution, passer à une structure, dans ce cas, monoclinique. D'où, vous voyez qu'en ce cas, il y a des possibilités, je dirais, énormes, gigantesques, mais c'est, je dirais, le zoo. C'est-à-dire comment on va trouver ces structures. D'où, par conséquent, au niveau de la recherche, il va falloir déterminer des indicateurs. Et ces indicateurs, je vais vous montrer comment ils peuvent être déterminés. Et cela va m'amener directement à introduire des notions relativement simples de chimie du solide, dans lequel, une fois de plus, je vais vous rappeler le rapport ionique, c'est le rayon du métal par rapport au rayon de l'anion. Ensuite, je vais déterminer le potentiel ionique par phi, qui est finalement la charge de l'ion sur le rayon ionique de l'ion, ce qui fait que, dans ce cas, ce n'est rien d'autre finalement que le pouvoir polarisant du cation. Et ce pouvoir polarisant du cation, c'est lui qui va me déterminer quelles sont finalement les interactions électrostatiques avec les atomes de charges différentes. Et enfin, je vais déterminer ce que j'appelle le facteur de polarisation cationique moyen, qui va être égal par ce nombre tau, qui va être finalement la somme des potentiels ioniques des différents cations sur la somme des potentiels ioniques des différents anions. Et dans les cations, qu'on peut voir ici, je prends bien sûr le cas du lithium et les différents cations que je vais considérer. Et à partir de ça, on peut directement déterminer un diagramme d'espace dans lequel je vais tracer le potentiel ionique du lithium par rapport au facteur de polarisation cationique, qu'on peut voir ici, et je vais pouvoir, dans ce cas, déterminer les différentes zones qui vont correspondre aux polymorphes monocliniques, aux polymorphes orthorhombiques et aux polymorphes hexagonales. Et à partir de ça, par de simples calculs, je pourrai, en regardant la composition de ces matériaux, les positionner sur ce diagramme. Et ça se fait, je dirais, de façon relativement simple, et je vais vous donner un exemple pratique, dans lequel, par exemple, je veux tout simplement aller de lithium 3 yttrium Br6 à lithium 3 YCl6. Et je veux stabiliser ce matériau pour raison X ou Y dans une structure, par exemple, orthorhombique. Je vais ajuster tout simplement le taux
de lithium, ou le taux, excusez-moi, de chlore par rapport au taux de brome, et vous voyez qu'ici, eh bien, je peux me déplacer directement le long de cette horizontale. Et par conséquent, je détermine mes compositions, et ensuite, je peux faire la synthèse. Et en effet, si vous faites la synthèse, vous apercevez que si je prends les compositions indiquées ici, que j'ai obtenues à partir de ces calculs, et finalement, à partir de cette référence diagramme, eh bien, je peux obtenir directement les composés indiqués. Tout ça, je dirais, c'est une aide considérable de façon, finalement, à voyager à travers ce diagramme pour comprendre où sont les phases ou pas. Et bien sûr, cela a été, je dirais, généralisé, et vous allez voir que l'on peut maintenant, grâce à ces calculs, eh bien, classifier tous les différents halogénures, comme indiqué ici, ceux qui cristallisent bien dans une maille trigonale, maille orthorhombique et maille directement monoclinique, avec ces derniers qui présentent tout simplement une meilleure conductivité ionique dont on va voir la raison pour laquelle cela se passe. Alors cette meilleure conductivité ionique, eh bien, comment on peut la définir et pourquoi on a une conductivité ionique dans ces matériaux? Eh bien, cette conductivité ionique, on peut la définir tout d'abord par, je dirais, un retour à la base d'un point de vue cristallographique et de comprendre réellement comment cette structure s'est construite. Mais si vous prenez finalement la structure lithium-3 MX6 ou X6, eh bien, on peut l'assimiler à une structure rock salt, dans laquelle, dans ce cas, eh bien, on va remplacer 3 lithiums par un métal 3+. Si je fais ça, eh bien, je vais introduire 2 lacunes. C'est-à-dire que dans ces matériaux, j'ai un tiers de lacunes cationiques. D'où ça veut dire que j'ai un certain espace pour la migration du lithium à l'intérieur de ces matériaux. Alors la question qui se pose, c'est comment cette migration a lieu. Et vous savez, on a déjà vu que dans ces matériaux, eh bien, il va y avoir un espace qui va permettre, ou un chemin de diffusion pour le lithium. Et ce chemin de diffusion pour le lithium, eh bien, il peut s'observer en regardant finalement la position des sites octaédriques ou des sites tétraédriques à l'intérieur de ces différents matériaux, selon les structures de façon hexagonale close compact ou alors des structures cubiques close compact. Et vous voyez qu'en le cas de HCP, eh bien, dans ce cas, je vais avoir tout simplement des migrations qui vont avoir lieu dans le plan. Ces migrations vont avoir lieu entre des octaèdres, mais dans ce cas-là, je vais utiliser tout simplement des chemins de diffusion qui vont impliquer des tétraèdres, alors que finalement, si je regarde le long de l'axe C, dans ce compte-là, je vais avoir une migration octaèdre-octaèdre qui ne va pas être des plus faciles. Par contre, si je regarde la structure maintenant CCP, eh bien, je m'aperçois que dans ce cas, j'ai tout simplement une diffusion qui est tridimensionnelle, avec chaque fois eh bien, des chemins de diffusion qui vont impliquer une connectivité des différents tétraèdres. C'est la raison pour laquelle, eh bien, énergétiquement, ces chemins de diffusion seront plus favorables que dans la structure HCP, et effectivement, ça peut se calculer. Et vous voyez ici, tout simplement, les chemins ou l'énergie d'activation lorsque j'ai une structure CCP. Alors, dépendant, dans ce cas, bien de l'halogène, parce que si je prends directement dans le cas du brome, eh bien, vous savez que le brome est beaucoup plus polarisant, ou beaucoup moins polarisant, que le chlore, et dans ce compte-là, eh bien, mon activation d'énergie sera beaucoup plus faible, et ainsi de suite. Et bien sûr, une fois de plus, ce qui est à noter, et c'est qu'une caractéristique des halogénures, c'est tout simplement que l'énergie d'activation est plus faible que dans le cas eh bien, du soufre d'oxygène, pour tout simplement relier à la force de la liaison lithium-X par rapport à lithium-S ou à lithium-oxygène. Donc voilà, si vous voulez, les bases sur la conductivité ionique à l'intérieur de ces halogénures. Alors maintenant, vous ayant défini finalement l'aspect structural de ces matériaux, également pourquoi ces matériaux présentent des conductivités ioniques relativement intéressantes, eh bien, passons maintenant à la synthèse avant de voir leurs propriétés ioniques. Alors, le niveau de synthèse, eh bien, là aussi, c'est des synthèses relativement classiques. La synthèse par broyage mécanique, qui est populaire dans tous les niveaux conducteurs ioniques. Ensuite, on a la synthèse par bois céramique, qui consiste à utiliser des tubes de quartz qu'on va recouvrir de carbone pour empêcher la réactivité avec le lithium, et on va faire des traitements à des températures de 550 degrés. Et bien sûr, souvent, on combine les deux techniques pour préparer ces matériaux. Il y a également des approches qui sont différentes. C'est des approches, je dirais, par solution, avec, dans ce cas, mise en solution eh bien, dans l'eau. Et je dirais, une originalité de cette approche, c'est les procédés sont à base de chlorure d'ammonium.
Et ça, je dirais, c'est un détail qui est très important, car ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez complexer votre trichlorure métallique, sinon vous avez une oxydation et il vous sera impossible de fabriquer ces phases. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous travaillez dans ces procédés, eh bien, on va à basse température faire ce complexe, et une fois que j'ai fait ce complexe, j'ai protégé directement mon trichlorure métallique par rapport à l'oxydation. Et on peut ainsi obtenir, à des températures, je dirais, de 350 à 50 degrés, eh bien, les phases que je souhaite. Alors, il y a, je dirais, des méthodes qui sont légèrement dérivées en changeant de constituant. Vous voyez ici, on peut préparer un composé qui va être lithium, omnium, Cl6, ou dans ce cas, on va utiliser une dissolution de ces oxydes dans l'acide bromique pour ensuite, une fois de plus, rajouter en ce cas un bromure d'ammonium et ensuite faire des traitements haute température, 550 degrés, pour stabiliser ces phases. Donc voilà ce qui se fait, et l'avantage de ces techniques, eh bien, c'est qu'elles sont déjà industrialisées. Vous avez ici une synthèse à grande échelle de ces différentes halogénures, industrialisées car, bien sûr, ça sert à d'autres applications en dehors des conducteurs ioniques dans ce domaine. Donc voilà, si vous voulez, la synthèse de ces matériaux. Alors bien sûr, je vous ai montré qu'il y avait des quantités énormes de substitutions, et je ne vais pas ici vous passer en revue toutes les différentes substitutions. Je vais essayer finalement de vous les présenter, grouper, et vous montrer qu'il n'y a pas grande surprise, ça va être les mêmes résultats que dans le cas des argyrodites. Alors ces substitutions, elles ont eu lieu, eh bien, dans un premier temps, eh bien, au niveau bien, des cations, avec, comme vous pouvez voir ici, des éléments chimiques aliovalents ou isovalents. Aliovalent, dans ce cas, bien, ça veut dire que si je mets du zirconium plus 4, je vais tout simplement diminuer ou créer des lacunes au niveau du lithium. Dans ce cas, eh bien, on a, comme je l'ai montré auparavant, une évolution de la structure. On passe d'une structure trigonale orthorhombique à monoclinique. Et vous apercevez que lorsque je fais ça, j'ai une augmentation du niveau de la conduction ionique et avec une diminution de l'énergie d'activation, comme indiqué ici. Ensuite, eh bien, on peut maintenant partir de la phase au zirconium, c'est-à-dire qu'en ce cas, mon zirconium plus 4, j'ai ma formule lithium 2 Zr Cl6. Maintenant, si je fais une solution directement en trivalent, c'est-à-dire que je vais introduire des lithiums interstitiels. Une fois de plus, j'ai une augmentation de la conductivité ionique avec la valeur maximale et une diminution de l'énergie d'activation. Et enfin, je crois le cas le plus intéressant est celui-ci, dans lequel maintenant je vais tout simplement remplacer le zirconium, une solution, par le fer, voire des éléments 3D. Et dans ce cas aussi, je peux obtenir, alors regardez quand même, j'ai une certaine diminution de la conductivité ionique, mais cela présente un avantage, je dirais, considérable au niveau du coût de ces matériaux, car maintenant j'ai deux éléments qui sont relativement abondants, le zirconium et le fer, et je reviendrai peut-être sur ces points avant la fin de cet exposé. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire au niveau des substitutions cationiques dans ces matériaux. Ensuite, eh bien, je vous ai mentionné dans les argyrodites l'effet de la température sur le désordre. Eh bien, vous allez trouver exactement la même chose dans ces composés, avec deux exemples que j'ai mentionnés ici. Une phase qui est une phase scandium, qui est lithium 3 SeCl6, qui a une conductivité de 3 millisiemens par centimètre, et vous allez chauffer directement cette phase, et durant le temps de chauffe, un recuit à 650 degrés, vous allez directement pendant 24 heures bien, obtenir la phase monoclinique, et si vous continuez à chauffer, vous allez obtenir une structure spinelle de lithium 2 S2 tiers Cl4. Je vous l'ai écrit cette formule, mais ce n'est rien d'autre que la phase lithium 3 SCCl6 dans l'écriture correcte. De la même façon, eh bien, on a une complexité de ce diagramme dans le cas de la substitution de l'ytterbium par l'hafnium, où là aussi, vous préparez des matériaux par broyage mécanique et vous les chauffez à différentes températures. Et vous voyez ici que là aussi, vous avez à 400 degrés eh bien, une phase trigonale qui va se transformer en une phase monoclinique, alors qu'à 500 degrés, vous avez tout simplement une succession de phases orthorhombiques dans lesquelles ces matériaux cristallisent. Et tout cela eh bien, va engendrer des modifications de conductivité ionique, modification de l'énergie d'activation, et, une fois de plus, liées à des désordres au niveau des. Alors la question de désordre, eh bien, c'est ce que je vais aborder maintenant. Comme on avait abordé
je dirais, dans le cas des argyrodites. Pourquoi? Eh bien, on a un avantage de la synthèse du broyage mécanique dans ces composés. Eh bien, pour ce faire, je vous ai ici représenté la structure du composé lithium 3 erbium Cl6, où vous voyez dans ce cas très bien les sites du lithium le long de l'axe C, et vous avez directement les sites d'erbium avec des sites d'erbium sur ce plan et dans des plans derrière qui ont des positions différentes, comme vous pouvez le voir ici. Eh bien, lorsqu'on va directement modifier la synthèse de ces matériaux, eh bien, on va regarder finalement le désordre au niveau des sites de l'erbium que je vous ai représenté ici. Alors, cette expérience ici indique qu'on fait la synthèse de ces matériaux en tube scellé. Vous voyez qu'en ce cas, je n'ai très peu de désordre, comme indiqué ici. Maintenant, je prépare ces matériaux par broyage, et vous voyez que j'ai un taux de désordre relativement important. Et ensuite, je prends ce matériau, je vais le recuire pendant 1 minute et pendant 1 heure. C'est-à-dire qu'en ce compte-là, je vais réduire les défauts. Et je regarde maintenant au niveau des conductivités ioniques, eh bien, qu'est-ce que j'aperçois? C'est-à-dire que lorsque je vais recuire mon matériau, c'est-à-dire que je vais diminuer les défauts, eh bien, je vois directement que j'ai ma conductivité ionique qui va décroître. Okay? Et tout cela, eh bien, tout simplement, ça veut dire que lorsque je fais ces désordres, je dirais, au niveau des différents sites, je vais tout simplement affecter ou créer une distorsion au niveau des connectivités entre les différents tétraèdres qui permettent les chemins de diffusion entre les différents sites. Et cette perturbation locale qui va entraîner cette variation de conductivité ionique que je peux observer dans ces matériaux. Donc voilà, si vous voulez, je dirais, les types de substitution qu'on peut faire et les types de traitement. Et enfin, pour terminer les substitutions dans ce domaine, eh bien, je vais prendre un papier qui est sorti il y a de cela 3 semaines, où là aussi, je vous ai parlé depuis le début de ces synthèses de matériaux haute entropie. Eh bien, c'est un papier dans lequel, vous voyez maintenant, les chercheurs se sont amusés à remplacer le métal par 5 éléments à quantité relativement égale, puisque rappelez-vous, lorsque vous avez défini les matériaux haute entropie, je dirais le système idéal, c'est lorsque vous remplacez à concentration égale les différents éléments. Et grâce à cela, eh bien, ils ont pu synthétiser ce composé de formules indiquées ici, avec un diagramme de diffraction X qui est, je dirais, indiquant que c'est vraiment un composé monophasé, et mesurer l'énergie d'activation. Vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, en passant du composé classique lithium 3 InCl6 à ce composé à haute entropie, eh bien, l'énergie d'activation passe de 1,27 à 2,13. Et grâce à cela, eh bien, une fois de plus, ces chercheurs ont montré qu'en ayant un conducteur ionique à plus haute conductivité, eh bien, on pouvait avoir finalement une meilleure capacité pour des régimes identiques. Donc voilà, si vous voulez, ce type de recherche. Alors, de façon systématique, maintenant, on va regarder, une fois de plus, en termes de conductivité ionique. Vous apercevez quand même que dans le cas des halogénures, eh bien, on est en dessous des conductivités ioniques des argyrodites, et on verra quelles seront les conséquences par la suite. Mais là aussi, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la réactivité de ces matériaux vis-à-vis de, directement, électrochimiquement, et également de l'humidité. Alors, pour ce faire, eh bien, on va regarder tout simplement l'évolution de ces matériaux en fonction de leur taux de substitution. Je vais prendre le système classique lithium 3 Y, Cl-X, Brx, et on va tout simplement mesurer, dans ce cas, en faisant des batteries tout solides, et la même systématique qu'auparavant, ce qui se passe en oxydation et ce qui se passe en réduction. Et vous voyez ici, je vais faire 2 batteries. Une batterie dans laquelle je vais avoir mon halogénure mélangée avec mon électrolyte solide, et je vais faire dans ce cas une électrode négative qui va être lithium 4 et 512, c'est-à-dire que je vais oxyder ce matériau, donc par conséquent, je vais avoir un réservoir pour accepter à la négative qui va être lithium 4 et 512, et je m'aperçois ici, excusez-moi, que eh bien, je vais avoir des potentiels d'oxydation qui vont varier en fonction du rapport brome-chlore. Je fais la même chose directement en réduction, et dans ce cas, j'utilise une électrode lithium-indium comme électrode négative, eh bien, je vais avoir également les domaines de stabilité de ces matériaux. Donc, par conséquent, si je regarde, je dirais, les résultats, vous apercevez que j'ai 2 catégories de matériaux, et je m'aperçois que si je prends la composition, eh bien, brome 1,5, c'est la composition qui est la plus stable électrochimiquement en oxydation, avec, dans ce cas, des réductions qui sont relativement, je dirais, faibles vis-à-vis de l'indium-lithium, et je dirais actuellement
c'est un des points faibles de ces halogénures, c'est-à-dire qu'ils sont moins stables, en réduction que les argyrodites, et une fois de plus, ça veut dire que la couche ou la dégradation est beaucoup moins limitante de façon cinétique que dans le cas des argyrodites. D'où c'est ce qu'on observe. Maintenant, si on regarde ce qui se passe eh bien, au niveau de la réactivité de la stabilité à l'air, si je prends de l'air sec, eh bien, vous avez ici des mesures qui ont été faites au synchrotron qui montrent que finalement, eh bien, vous n'avez aucune évolution, c'est-à-dire que les matériaux sont stables à l'air sec. Par contre, si maintenant vous mettez vos matériaux sous 30% d'humidité, vous apercevez ici qu'il y a une modification drastique qui est due tout simplement à deux types de réactions. Une réhydratation majeure qui va transformer lithium 3 plus H2O avec ce complexe XH2O, et vous allez voir, cela va être intéressant, une réaction mineure qui va être finalement une décomposition du matériau. Et si je compare ces matériaux avec des phases, les phases lithium 3, yttrium, Cl6, vous voyez la variation de la conductivité ionique avec toujours pareil, à 30% d'humidité en fonction, de 2 à 3% en fonction du temps. Vous voyez que dans le cas de l'yttrium, eh bien, je vais avoir une variation drastique, alors que dans le cas directement eh bien, de l'indium, j'ai une variation beaucoup moindre. Alors ça, c'est intéressant, vous allez voir pourquoi, c'est qu'effectivement, ces réactivités vont dépendre de façon importante du métal. Et cela est illustré ici, car en effet, si je prends mon composé lithium 3, InCl6, dont je vous ai mentionné qui va réagir à l'humidité, eh bien, je vais avoir une réaction, je dirais, où il faut former un hydrate. Mais par contre, si je fais un recuit, vous apercevez que je peux directement récupérer mon matériau. Et ici, je vous montre finalement la différence entre le cas où je prends directement yttrium, où dans ce cas, vous voyez que je n'ai aucune rétention, mais la conductivité ionique par exposition à l'humidité, alors que si je prends maintenant les composés dans lesquels j'ai un mélange yttrium-indium, bien sûr riche en indium, vous apercevez que dans ce cas, eh bien, je vais avoir des comportements beaucoup, je dirais, meilleurs vis-à-vis de l'humidité. Alors tout cela peut se résumer par le mécanisme suivant, c'est-à-dire que dans le cas eh bien, du composé lithium 3, yttrium 1-X, InX, Cl6, eh bien, réaction à l'humidité, eh bien, dans ce cas, je vais avoir une réaction, je dirais, d'hydratation, et je vais former ce complexe. Et ce complexe, eh bien, je garde la formule, mais je vais pouvoir directement retirer l'eau et retomber sur mon composé de départ. Par contre, si je prends le cas de l'yttrium, Cl6, je vais avoir dans ce cas une réaction d'hydrolyse qui va tout simplement entraîner une décomposition qui ne sera pas réversible. Alors ça, eh bien, ça présente certains avantages au niveau, je dirais, au niveau de la manutention de ces matériaux. Alors ces avantages, eh bien, je vous les illustre ici, dans lesquels maintenant, eh bien, si je veux enrober des matériaux d'électrodes positives, par exemple des NMC, ainsi de suite, je peux tout simplement faire ce mélange indiqué ici, c'est-à-dire que je vais préparer finalement mon halogénure en solution que je vais pouvoir tout simplement eh bien, répartir à la surface des particules de lithium CO2 et je fais un traitement pour finalement eh bien, former, je dirais, un enrobage ou une fine couche d'halogénure autour de mon matériau d'électrode. Et ça présente des avantages car grâce à cela, eh bien, je peux diminuer eh bien, la quantité ou l'ajout d'argyrolite et par conséquent d'halogénure et par conséquent obtenir de meilleures capacités dans ces matériaux. Mais enfin aussi, on peut envisager un avantage au niveau de l'assemblage d'accumulateurs ou de batteries tout solides, où maintenant je peux utiliser tout simplement des méthodes d'infiltration pour imprégner mes matériaux d'électrodes positives dans ce cas d'électrolytes solides comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, à peu près les avantages que l'on peut avoir sur ce type de matériaux. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que finalement cette conducteur ionique halogénure eh bien, se limite à la famille que j'ai mentionnée, qui est lithium 3 MCl6 ? Bien, la réponse, si je la pose, c'est que c'est non, puisque récemment, il y a une autre famille de matériaux qui est apparue, qui sont toujours des halogénures de terres rares, mais des structures dans lesquelles, cette fois, eh bien, la terre rare ne va pas directement former l'unité MCl6 3-, mais elle va former les unités MCl9 3-, 6-. Et dans ce cas, eh bien, la terre rare aura une coordination 9 plutôt qu'une coordination 6.
Et ces structures, bien, c'est des structures hexagonales qui sont formées de ces entités S, M, Cl9, 6-, faisant vraiment des chaînes, et avec, dans ce cas, des cavités dans lesquelles on peut trouver tout simplement des sites octaédriques séparés de 2 à 2,5 angstroms. C'est-à-dire, on est en train de regarder des composés qui ont une structure qui est dérivée de la zeolite. Eh bien, des chercheurs ont montré que si vous prenez de tels composés, et si vous tout simplement les mélangez avec du chlorure de lithium, par un broyage mécanique, eh bien, vous pouvez, dans ce cas, obtenir directement des conducteurs ioniques, comme indiqué par la courbe en bleu, qui ont une conductivité aux alentours du millisiemens. Okay. Et dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde au niveau structural, il n'y a aucun changement de paramètre de maille de la structure idéale. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites cette expérience de broyage, vous allez faire du greffage du chlorure de lithium sur, finalement, les sites présents autour de ces entités. Et cela, ça a été montré par des mesures synchrotron couplées à des analyses de DFT qui ont montré finalement que LICL allait tout simplement se loger sur les sites interstitiels. Tout ça, ça a été les premiers travaux, je dirais, qui ont montré l'intérêt de telles structures. Et ensuite, bien sûr, il y a eu tout l'arsenal d'autres chercheurs qui ont tout simplement envahi ce domaine pour essayer de faire des substitutions. Et c'est dans ce cas où des substitutions ont été effectuées au niveau du lantane, c'est-à-dire créer des lacunes lantane par une substitution avec des éléments, dans ce cas pentavalents, comme le tantal. Et en regardant cela en fonction du taux de lithium qu'on peut mettre dans ce matériau, eh bien, on peut avoir des conductivités ioniques qui montent aux alentours de 3 millisiemens par centimètre. Et vous voyez ici la conduction ionique qui est tout simplement indiquée par 3 dimensions, par ces chemins rouges et ces chemins bleus. Et enfin, eh bien, on peut faire pas mal de matériaux, je dirais, dans ce domaine, et voir réellement ce qui se passe en indiquant ici ces différentes substitutions, et des batteries ou des batteries tout solides ont été, je dirais, fabriquées grâce à ces nouveaux matériaux qui ont des conductivités limitées, mais certes présentent des réactivités relativement intéressantes. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous dire en termes d'halogénure. Alors si maintenant je voulais conclure sur ces halogénures, eh bien on a vu beaucoup de matériaux, de phases, dans lesquels je les ai comparés en termes de stabilité à l'oxydation, en termes de conductivité ionique, en termes de stabilité en réduction, en termes de coût et en termes d'humidité. Et vous apercevez que si je regarde ces diagrammes, je dirais, type araignée, eh bien, il y a un composé ou un élément qui je dirais, émerge, c'est le zirconium. Et le zirconium, d'abord parce qu'il est abondant, et la synthèse de ces matériaux peut être faite de façon relativement simple. Vous prenez une carboréduction d'un silicate pour obtenir la phase ZrCl4, et vous faites ensuite réagir cette phase ZrCl4 avec du lithium chlorure pour obtenir ce matériau, et vous avez dans ce cas une synthèse relativement simple. Et de plus, eh bien, on peut substituer dans ce cas par le fer et avoir, je dirais, un matériau qui, au niveau coût, est beaucoup moins coûteux que les argyrodites. Alors, si je compare aux argyrodites, eh bien, quels sont les avantages directs de, tout simplement, des halogénures par rapport aux argyrodites? Alors, un, qui est, je dirais, évident, au niveau des ressources, au niveau de l'écocompatibilité, c'est que le fait que, dans le cas de l'argyrolite, vous avez 7 lithiums par unité formulaire, comparé à soit 2, soit 1 lithium dans le cas des halogénures. Par contre, une pénalité pour les halogénures, c'est leur densité, qui fait en sorte que vous allez directement affecter la densité d'énergie. D'où, définitivement, à ce jour, eh bien, il nous faut de meilleures halogénures avec des conductivités supérieures pour, je dirais, pouvoir concurrencer les argyrodites que je vous ai montré auparavant. Alors la question qui se pose, est-ce qu'il y a d'autres voies qui peuvent être explorées pour répondre à cela? Eh bien oui, il y a d'autres voies qui vont être explorées, et c'est ce avec quoi je vais terminer mon cours ce soir, c'est-à-dire une voie qui va vers des oxychlorures de lithium, et là aussi vous allez voir, je dirais, la quantité ou les recherches foisonnantes qui se font dans ce domaine. Ces recherches foisonnantes,
j'ai essayé de les accumuler ou de les résumer sur ce transparent, dans lequel vous voyez que là aussi, ce n'est pas en 2012, on est parti de lithium 3 au Cl, donc je vais revenir par la suite. On est passé en 2023 sur ces phases lithium, ZrL4, 75. Alors ici, vous allez me dire, c'est dérivé de l'halogénure, on va y voir. Et ensuite, là, actuellement, depuis les derniers mois, il y a des papiers qui sortent régulièrement tous les 15 jours sur ces nouveaux matériaux, dont je vais essayer de vous mentionner un peu la philosophie qu'il y a derrière tout cela. Alors effectivement, si je regarde tout cela, c'est très difficile à décrire et je vais essayer de les classifier. Je vais les classifier, d'abord, il va y avoir ce que j'appellerais les matériaux qui ont une structure antipérovskite. Il va y avoir aussi les matériaux qui vont être dérivés des halogénures dont je vous ai parlé. Ça va être dans ce cas une substitution relativement classique. Et enfin, les derniers, ce qui vraiment génère beaucoup d'engouement aujourd'hui, ce sont les phases à base de MCl5. Donc voilà, si vous voulez, tous les nouveaux matériaux qui arrivent avec des papiers, je dirais, qui n'arrêtent pas d'arriver dans la littérature. Alors, voyons tout d'abord la première famille que j'appellerai la famille antipérovskite. Alors là aussi, je vais vous montrer un peu le concept et l'idée derrière, finalement, l'élaboration de tels matériaux. Alors, si vous prenez une structure pérovskite, une structure, je pense, que tout le monde connaît, une structure de type ABX3, dans ce cas, vous avez l'atome A qui est situé dans une large cavité, et vous pouvez dire, eh bien, cet atome A va pouvoir bouger. Malheureusement, il ne peut pas trop se déplacer, parce qu'il a finalement des octaèdres, des anions qui sont très bulky à côté de lui, et il ne peut directement se déplacer. Mais par contre, une possibilité maintenant, c'est que si plutôt que je prendre l'oxygène ici, eh bien, si je mets par exemple d'autres matériaux ou d'autres éléments comme le fluor. Mais si je mets d'autres éléments comme le fluor, je peux avoir des structures NaMgF3 dans lesquelles le fluor maintenant se trouve tout simplement au sommet de ce octaèdre. Et dans ce compte-là, j'ai un très bon conducteur ionique. Vous avez ici la conductivité ionique de la phase sodium MgF3, où vous apercevez que dans ce cas, à des températures relativement élevées, j'ai des conductivités ioniques, si vous pouvez lire ici, c'est aux alentours, je crois, de 300 millisiemens. Donc par conséquent, la question, est-ce qu'on peut directement appliquer ce concept et préparer des matériaux différents? Eh bien, c'est là qu'on peut concevoir l'inversion de structure, dans lequel maintenant, mais pourquoi je ne mets pas tout simplement le lithium au site du fluor? Et si on fait cela, eh bien on a ce qu'on appelle la structure antipérovskite, dans laquelle j'ai le chlore qui va se trouver directement au centre, l'oxygène qui est indiqué ici, et le lithium qui se trouve à la surface, directement au sommet des octaèdres. Et si je fais ça, j'obtiens tout simplement les phases lithium 3 au Cl par des méthodes de synthèse qui sont relativement simples, comme indiqué ici, mais qui sont beaucoup plus complexes lorsqu'on regarde les détails. Et on peut obtenir dans ce cas des conductivités aux alentours de 25 millisiemens par centimètre. Donc voilà directement ces phases antipérovskites. Alors comment elles se font? Bien, elles se font effectivement par des réactions relativement simples qui consistent à, dans ce cas, rajouter dans une solution d'eau déionisée du chlorure de lithium avec, je dirais, des faibles quantités de BaOH2, c'est-à-dire de l'hydroxyde de barium, qui vont finalement, en très faible quantité, stabiliser ces phases. Et ensuite, je fais un chauffage à 230 degrés C, dans lequel j'élimine le chlorure d'aluminium, HCl, pour obtenir ces matériaux que j'appellerai des verres. Voilà. Et ça, on a des conductivités aux alentours de 25 millisiemens. D'où, vous apercevez ici que dans ce cas, on est dans des matériaux, des verres, dans lesquels, même les lois, on a tout simplement les conductions qui suivent des conductions de type Arrhenius ou non Arrhenius. Et effectivement, l'avantage d'utiliser, je dirais, ces dopants, que sont le lithium, le magnésium, le calcium, a pour but tout simplement d'abaisser la température, je dirais, de transition vitreuse de ces matériaux. Et on peut obtenir, dans ce cas, de très bonnes conductivités. D'où là aussi, je dirais, il y a tout un domaine ouvert pour, sur ces mêmes concepts, augmenter ces conductivités ioniques. Dans le même domaine, il y a des travaux qui ont été effectués sur des verres viscoélastiques de formule lithium AlCl4, sur lesquels on peut, dans ce cas, également rentrer et faire des phases avec l'oxygène, faire des oxychlorures, par des réactions indiquées ici, où on prend du chlorure d'aluminium avec de l'oxyantimoine, et on fait ces réactions indiquées ici, et on va volatiliser le chlorure d'antimoine pour obtenir ces matériaux qui vont
totalement amorphes et qui ont une certaine flexibilité qui permettent de faire, je dirais, des feuillets. Et dans ce cas, on a des conductivités aux alentours de 1,7 ou 1,8 Siemens. Et là aussi, ce qui était très intéressant d'un point de vue application, c'est les bas points de fusion de ces verres, d'où automatiquement tout ce qui est possible au niveau du procédé d'infiltration pour, dans ce cas, eh bien, créer facilement l'assemblage de batteries tout solides dans laquelle vous pouvez assembler vos différents éléments et à la fin, vous allez injecter par infiltration eh bien, le conducteur ionique. Mais là aussi, le défaut de tous ces matériaux, c'est qu'ils sont extrêmement sensibles à l'humidité et très difficiles pour manipuler. Enfin, d'autres matériaux, un qui va dériver, vous n'allez pas être surpris, ça va être du copier-coller de ce qu'on a vu sur les halogénures, où dans ce cas, eh bien, il va y avoir des substitutions eh bien, au niveau du zirconium et surtout au niveau des halogénures, où on va tout simplement, dans ce cas, rentrer de l'oxygène pour obtenir ces oxychlorures, dans lequel, dans ce cas, eh bien, on retrouve finalement, vous voyez, les trois phases que j'ai mentionnées tout à l'heure, la phase trigonale, la phase orthorhombique et la phase monoclinique, et on a dans ce cas des conductivités de 2,42 millisiemens, matériaux qui présentent, je dirais, des réactivités moindres par rapport à l'humidité. Et enfin, eh bien, je terminerai sur tout ce qui fait l'engouement de ces derniers mois, qui sont ces fameux composés eh bien, à base directement de tantale, de niobium, de phase MCl5. Tout ça, c'est des travaux qui sont déjà sortis en début 2023, où des chercheurs se sont amusés tout simplement à vitrifier, si je peux dire, de façon simple, eh bien, le pentachlorure tantal pour obtenir différents matériaux amorphes. Et vous voyez qu'en ce cas, ils ont essayé tout simplement tous les différentes, je dirais, sels de lithium. Et grâce à cela, eh bien, ils ont pu obtenir des composés dont le diagramme des fractions X montre qu'il n'y a aucune cristallisation, c'est un matériau totalement amorphe, mais de tels matériaux ont montré des conductivités ioniques intéressantes. Ici, vous avez tout simplement le cas du mélange TaCl5 avec du fluorure de lithium. Et vous voyez qu'en fonction du temps de broyage, eh bien, vous augmentez considérablement la conductivité ionique. Et voilà les matériaux qui ont pu être synthétisés ou des phases ont pu être obtenus avec des conductivités de 12 millisiemens. Alors cela peut se faire avec des chlorures, ça peut également se faire avec des oxydes, et voilà les matériaux que l'on peut obtenir avec, maintenant, vous broyez TaCl5 avec lithium de sceau, et vous obtenez une fois de plus ces matériaux de formules, eh bien, c'est des formules X lithium de sceau TaCl, qui sont des matériaux amorphes, dont les conductivités ioniques sont indiquées ici, avec, une fois de plus, des batteries tout solides assemblées, qui montrent, je dirais, là vous voyez tout simplement, sur les premiers cycles, eh bien, des réversibilités, je dirais, relativement correctes. Tout ça, c'était des études bien intéressantes, cependant, c'était un peu le mystère de savoir ce qui se passait finalement, ou quelle était l'origine de cette conductivité dans ces matériaux, puisque c'est des amorphes. Et tout récemment, bien, il y a des résultats qui ont montré qu'on peut maintenant bien, avoir des phases cristallisées que l'on obtient par broyage suivi, dans ce cas, bien, d'un recuit à des températures de 100 ou 200 degrés C. Et dans ce cas, on peut obtenir, comme on peut voir ici, une structure de type orthorhombique de formule eh bien, lithium MoCl4. Et ça, bien, on peut obtenir ça soit avec le tantal, soit avec le niobium. Et vous voyez que maintenant, eh bien, grâce à ces nouveaux, pourquoi ces matériaux suscitent tant d'intérêt, c'est qu'effectivement, au niveau des conductivités ioniques, eh bien, ils se positionnent, je dirais, au niveau, ou même comparent favorablement aux argérodites. Et ensuite, eh bien, automatiquement, lorsqu'on a des matériaux à très bonne conductivité ionique, on peut faire des batteries. Vous avez ici des performances, je peux dire en puissance, de batteries tout solides, utilisant dans ce cas les halogénures classiques que je vous ai mentionnés auparavant, par rapport à ces nouveaux matériaux qui sont ces phases lithium MoCl4. D'où voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur tous ces conducteurs ioniques. Alors, conducteur ionique, je crois que vous l'avez compris, c'est vraiment l'élément clé de toutes les batteries tout solides. Et à la fin, je voudrais faire une remarque sur comment se passent ces recherches. Eh bien, dans le domaine des recherches de la chimie des solides, c'est certainement la première fois où l'industrie nous dicte finalement quels sont les matériaux à regarder. Car toutes ces nouvelles phases qui sont publiées dans les grands journaux et tout ça, eh bien, ces phases étaient connues auparavant. Et
elle venait tout simplement de l'industrie. Et je vous montre finalement tous ces matériaux que je vous ai mentionnés. Les phases lithium 2 ZrL6. Eh bien, elles sont apparues dans la littérature, elles avaient été brevetées il y a 2 ans avant. Vous prenez dans ce cas les phases également avec l'oxygène. J'ai mentionné cette phase OCl6. Là aussi, c'était apparu, brevet de Panasonic 2 ans avant. Vous prenez les phases dont je viens de vous parler. Il y a 4 ans que ces phases étaient rapportées dans des brevets de nouveau par l'industrie. Et ainsi de suite. Donc cela, je dirais, arrive à un domaine. C'est vraiment intéressant de voir cette évolution dans un domaine, finalement, qui soulève un engouement d'un point de vue application, où on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est l'académique qui est tout simplement au service de l'industrie. Avant, on était les promoteurs de nouvelles phases. Aujourd'hui, ces phases sont déjà identifiées. Et en tant que chercheur, on va refaire ces matériaux, essayer de les comprendre, apporter une certaine valeur ajoutée, mais tout ça a été breveté, je dirais, au niveau industriel. D'où, c'est sur ce que je voudrais terminer ce cours et vous remercier pour votre attention et merci beaucoup.